était question, il y a d'abord trois problèmes. Trois problèmes. Le premier, c'est que les opérateurs miniers disaient que la chambre de mines de la Fédération des entreprises congolaises et le patronat congolais n'a pas bien défendu leurs intérêts. Deuxièmement, la clause de stabilité. La clause de stabilité, c'est que dans l'ancien code, il était dit que comme les investissements miniers, ce sont des investissements lourds, et on ne doit pas changer les règles du jeu n'importe comment, il faut respecter la clause de stabilité. Le premier code disait que, le code qui venait d'être révisé, disait que ce code ne devrait être révisé qu'après 10 ans. C'est-à-dire, comme c'était promulgué le 11 juillet 2002, il devrait être révisé seulement le 12 juillet 2012. Plutôt oui, un jour après. Donc, c'est comme ça que ça devrait se faire. Mais il s'est fait que le gouvernement n'a pas pu, parce que les opérateurs miniers traînaient les pieds, réussi à modifier le code en juillet 2012. Donc, le gouvernement a attendu 6 ans après pour venir faire cette révision en 2018. Et tout ça, c'est à l'avantage des opérateurs miniers parce que le premier code accordait une part belle aux opérateurs miniers. Et l'État, étant entendu que ce code était négocié dans des conditions assez difficiles, le gouvernement l'avait négocié vraiment genoux à terre, notre pays sortait des guerres, eh bien le gouvernement tenait coûte que coûte à pouvoir récupérer ces droits régaliens, parce que, ne l'oublions pas, le nouveau code réhabilite l'État congolais dans toutes ses prérogatives régaliennes, mais stabilise, sécurise également les investissements étrangers. Ce qui fait que, comme on n'a pas modifié ces codes 10 ans après, il fallait nécessairement, même 16 ans après, qu'on modifie pour permettre à la République démocratique du Congo de profiter de l'embellie des matières premières qui s'observent aujourd'hui sur le marché international. Et il y a quand même d'autres réajustements, notamment en ce qui concerne le partage de production. Vous savez, la Gécamine, qui est l'entreprise d'État, qui est à 100% appartenant à l'État congolais à 100%, va commencer à partager la production avec les sociétés minières qui ont signé, il y en a 17 au total, des contrats de joint venture avec la Gécamine. Et ça, certains opérateurs miniers n'appréciaient pas ça parce qu'ils voulaient toujours continuer avec l'ancien système. Et puis, tous les contrats signés entre la Gécamine et les 17 grandes sociétés minières seront révisées, de sorte que les parts même de l'État congolais dans ces entreprises, les parts de la Gécamine, parce que c'est la Gécamine qui représente l'État, ne seront plus en deçà des 10%. Donc, vous voyez que c'est un avantage également, et la Gécamine peut gagner beaucoup. Mais il y a d'autres innovations. Il y a, par exemple, l'exclusivité de la sous-traitance qui doit être accordée aux petites et moyennes entreprises congolaises. On a vu les PME venant de la Chine, de l'Europe, des États-Unis, pour venir faire de travaux que les Congolais ravirent le marché que les PME congolaises pouvaient faire. Ils sont arrivés un peu furieux et ils sont repartis souriants, tout simplement parce qu'ils ont obtenu des assurances. Parce qu'ils menaçaient de tout arrêter et d'aller saisir les instances judiciaires internationales ou de recourir à l'arbitrage des instances judiciaires internationales pour faire entendre leurs desiderata. C'est quoi leur problème? Leur problème, c'était que la clause de stabilité a été revue à la baisse, c'est-à-dire de 10 ans à 5 ans, et le chef de l'État, voyant que les opérateurs miniers étaient mécontents, et pour préserver la paix et surtout les dialogues au sommet de l'État, parce que ce sont des partenaires, ils nous apportent des capitaux frais et nous apportons les minerais. Il a fallu les écouter pour éviter encore d'autres problèmes. Vous savez, certains opérateurs miniers financent même les groupes armés qui pullulent à l'est de la République démocratique du Congo. On a une centaine de l'autre côté. Alors, ce qui fait que les opérateurs miniers sont répartis un peu soulagés, tout simplement parce que le chef de l'État les a dit qu'il allait promulguer le code minier
mais leurs desiderata devraient être rencontrés dans le règlement minier. Les codes miniers, c'est la vision générale du gouvernement dans les domaines miniers et des carrières, mais c'est comme un boulevard sur lequel viennent se greffer les routes secondaires. Les routes secondaires, c'est le règlement minier. Le règlement minier précise l'exploitation, exécute le code minier en tenant compte des filières. Et c'est là-dedans où les opérateurs, les desiderata des opérateurs miniers seront pris en compte parce que leurs préoccupations seront analysées avec des experts au cas par cas. Et c'est là où le gouvernement pourra voir comment rencontrer leurs desiderata sans toutefois modifier les termes du code minier. Parce que le code minier est une loi. Et voilà pourquoi le chef de l'État a même hésité, quand bien même ce code a mis plus de temps sur sa table, parce qu'il n'avait que 15 jours pour le promulguer, et ayant constaté qu'il y avait quand même quelques petits problèmes entre les gouvernements et les opérateurs miniers, il ne l'a pas promulgué dans les délais. Ce qui faisait que ce code était déjà entré en vigueur de manière tacite. Mais également, comme c'est une loi, il ne pouvait pas modifier, surtout que s'il pouvait renvoyer dans les délais, eh bien, ça allait prendre encore beaucoup de temps dans la mesure où la session au Parlement ne commence que le 15. Le 15, et ça allait nous prendre beaucoup de temps, et surtout qu'il y a des enjeux très importants, notamment l'enjeu électoral. Le gouvernement attend de ce code minier des recettes, parce que l'ancien code procurait au Trésor public quelque chose comme 800 millions de dollars américains. L'actuel va procurer au Trésor public plus de 2 milliards de dollars américains par an, parce qu'il y a l'embellie, comme vous le savez, sur le marché international de matières premières, notamment le cuivre, le cobalt et le colombo-tantalite. Surtout les cobaltes, dont la tonne métrique se vend aujourd'hui à plus de 81 000 dollars américains. Donc voilà ce qui s'est passé, et nous osons croire que les opérateurs miniers exerçaient la pression, mais ils ne pouvaient pas partir, parce que la demande est très forte sur le marché international. Le cobalt, d'après les experts, la tonne métrique pourra approcher ou même dépasser les 100 000 dollars américains la tonne, tout simplement parce que cette demande est très forte, et qu'en République démocratique du Congo, notre sous-sol regorge de plus de 60% des réserves de ce minerai, pas seulement du cobalt, mais également du cuivre, mais également aussi du colombo-tantalite. Voilà pourquoi le gouvernement tenait à ce que ce code soit promulgué, parce qu'une fois promulgué, comme ça vient d'être promulgué par le chef de l'État, eh bien, ça entre directement en vigueur. Automatiquement, les codes vont commencer à produire les effets, et le gouvernement va recevoir suffisamment de recettes, et le gouvernement, en ce moment-là, sera capable de verser à la CENI, non pas 40, mais peut aller jusqu'à 50, jusqu'à 60 millions de dollars le mois. Et ainsi, les élections étant un problème de souveraineté nationale, eh bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo peut financer des élections à 100%. En toute souveraineté, même si les partenaires au développement ne nous apportent pas l'appui financier ou l'appui logistique comme c'était prévu. Mais nous en avons toujours besoin. Nous en avons toujours besoin, mais nous osons croire qu'en appliquant, bien sûr, dans toute sa quintessence, l'accord de Saint-Sylvestre, eh bien, on pourra bénéficier parce qu'il y a encore du temps, les partenaires au développement pourront nous venir en aide. Mais s'ils ne nous viennent pas en aide, au moins nous sommes sûrs que nous aurons des élections, parce que le gouvernement sera à mesure, grâce au code minier qui vient d'être promulgué par le chef de l'État, de financer les élections en toute souveraineté. Le ministre du Commerce extérieur a raison, parce que, vous savez, nous perdions beaucoup de devises à l'importation du ciment gris. Si nous dépensions beaucoup d'argent, à l'époque, c'est parce que nous n'avions pas des industries, des cimenteries locales qui étaient capables d'absorber la demande. La demande à l'intérieur du territoire national est de plus ou moins 10 millions de tonnes l'an. Aujourd'hui, nous avons 3 grandes cimenteries qui sont implantées dans la province du Congo central, et nous avons d'autres qui sont en train d'être réhabilitées à gauche, à droite, et la production globale de ces sociétés, en tout cas, peut couvrir la demande intérieure. C'est ce qui fait que, bon,
pour ne pas continuer à enrichir les entreprises étrangères et permettre à ces entreprises, à ces cimenteries de pouvoir créer de l'emploi, eh bien, le gouvernement a décidé de pouvoir suspendre l'importation du ciment gris, quand bien même ça coûte un peu moins cher par rapport à ce que nous produisons localement. Mais n'oublions pas que ce secteur a connu ce qu'on appelle les dumpings. Donc il y a des producteurs qui ont envoyé suffisamment de tonnes et des tonnes de ciment en République démocratique du Congo, les vendant à vil prix. Et leur objectif était de pouvoir rafler les quelques dollars que nous avons ici, prendre toutes les devises et mettre en mal l'industrie locale de la cimenterie qui était incapable parfois de payer, de supporter des charges fixes. Mais avec cette mesure-là, eh bien, ces entreprises vont se retrouver et l'emploi sera garanti à nos compatriotes. C'est ça l'avantage. Mais je ne pense pas que nous allons vraiment complètement fermer la porte à l'importation. Il faut quand même qu'il y ait cette concurrence. Les mois, si pas les années à venir, on pourra lever la mesure pour que ceux qui nous envoient leur ciment, notamment le Maroc, notamment la Chine et les autres, puissent continuer à exporter le ciment en République démocratique du Congo. Ne l'oublions pas, nous sommes dans une période de reconstruction nationale. Il y a un boom immobilier à Kinshasa et à travers le pays. Nous avons besoin du ciment et il faudra nécessairement que nous accordions la priorité d'abord à l'industrie locale. Non, 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 il n'y aura pas une hausse des prix et ça, c'est un élément très important. Vous voyez que on vend le ciment parfois en deçà des 10 dollars. Hein, donc, ça aussi entre 10, 11, 12 et c'était presque le même prix parce que le sac de ciment venant du Maroc rendu Matadi, c'est 4 et 5 dollars. Mais il faut intégrer le transport ainsi que les autres taxes, ce qui faisait qu'on vendait ces sacs ici à 10 dollars. Donc, si nous pouvons vendre ce même sac à 10 dollars sans que ces sacs de ciment ne viennent du Maroc et nous le produisons localement, il y a quand même un avantage que nous consommons local. Et c'est ça qui est très important.